quand on parle de ce qu'est le monde aujourd'hui, on emploie beaucoup dans les médias, vous l'entendez tout le temps, la communauté internationale. Et moi, je suis un des rares à dire que le mot communauté est prématuré. Il y a un monde, bien sûr qu'il y a un monde. Il y a un monde, il y a la Terre, avec toutes sortes de forces qui sont à l'œuvre, et de puissances, et de pays, et de groupes, etc. Mais le mot communauté est absolument prématuré. On ne peut pas dire que le monde constitue déjà maintenant un ensemble chaleureux. Le mot communauté est plutôt sympathique, en fait. Donc il n'y a pas encore de communauté internationale. Certes, s'il y a un système multilatéral, il y a le cadre de l'ONU, mais ce sont des lieux dans lesquels les différents pays du monde, les 192 pays du monde, sont là pour parler, dialoguer, coopérer si possible, dans certains cas se disputer, mais ça ne traduit pas encore une communauté. Et quand on regarde les modes de vie, les comportements, les convictions, les philosophies, les croyances, le monde n'est pas du tout unifié. Donc il faut faire attention à une sorte de phénomène d'illusion d'optique. Ce n'est pas parce qu'il y a Internet partout, et ce n'est pas parce qu'il y a la communication simultanée, l'information simultanée, qu'on est dans un monde tout à fait unifié. Il faut faire attention. De même que ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde globalisé par l'économie de marché, parce qu'elle atteint tout, sauf la Corée du Nord peut-être, bon, que tout est global. Il faut faire attention, c'est devenu classique de devenir tout est global. Et bien sûr, tout est interconnecté. Oui, bien sûr, les décisions prises à un endroit, c'est l'histoire de l'effet papillon, ont des conséquences partout, naturellement. Mais en même temps, le niveau global, ça n'existe pas. Il n'y a pas de président global, du peuple global. Il n'y a pas de peuple global, il n'y a pas de pays global. Donc, quand on dit tout est global, c'est pas faux. En fait, tout est interconnecté, tout est interdépendant, plus rien n'est compartimenté. Et plus personne ne peut régler ses problèmes tout seul dans son coin. Mais l'idée qu'il va y avoir une puissance globale qui va se substituer aux pouvoirs locaux, régionaux, nationaux, c'est une utopie complète. Et c'est une utopie néfaste parce qu'elle est en partie décourageante. Et ça, il faut faire attention, ça s'est beaucoup dit dans les dernières années. Si tout est global, alors moi je suis quoi là-dedans? Et n'importe qui peut dire ça, même un président peut dire, bon, si tout est global, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non. Donc il y a une présentation qui paraît forte, moderne, intelligente, qui aboutit au fait qu'on ne sait plus par où prendre les sujets, en fait. Donc il n'y a pas de global. Il y a l'interaction généralisée. Mais sinon, il y a 192 pays. Et l'Assemblée générale des Nations unies peut raconter ce qu'elle veut. Si les 192 gouvernements ne sont pas déterminés chez eux, là où ils ont de l'autorité réelle à mettre en œuvre telle ou telle chose, eh bien, il n'y a pas de traduction globale. Donc, par exemple, quand on dit... le problème des mots, c'est important. Hein. Quand on dit « que fait l'ONU », ça ne veut rien dire, c'est le nom de la salle. ONU, Organisation des Nations Unies. Le U est de trop, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas tellement unis, mais les gens adorent ce genre de rêve, comme on disait Société des Nations, quand c'était Jungle des Nations, tout ça. Bon. Donc c'est l'Organisation des Nations. On sait bien que ça existe, naturellement. Mais c'est l'endroit. Et au sein de l'ONU, les gens peuvent aussi bien se menacer, s'invectiver, ou l'inverse, ou coopérer. Quand on dit que fait l'Europe, par exemple, c'est qui l'Europe? Est-ce que quand on emploie ce mot, c'est un mot valise, comme disaient les linguistes? Est-ce qu'on désigne les institutions communautaires? Il faut même préciser lesquelles, parce qu'elles ne sont pas sur la même ligne, souvent. Est-ce que c'est le Parlement européen? Souvent, il faut regarder les votes, parce qu'il y a des désaccords au sein du Parlement européen. Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est le Conseil européen? Mais souvent, il y a une tension, ça a été fait pour ça, d'ailleurs, entre le Conseil européen et la Commission. La Commission essaie de s'appuyer sur le Parlement pour augmenter ses pouvoirs, tout ça. Bon. Donc, même si vous dites l'Europe, oui, mais c'est qui exactement? Ou alors c'est les 27 pays, mais les 27 pays, c'est pas évident de synthétiser ce que pensent les Portugais, les Finlandais et les Maltais. Non? Ou alors c'est les 27 opinions publiques, qui sont à peu près toutes aujourd'hui eurosceptiques. Pas sceptiques au sens hostile, parce que les médias, là aussi, nous embrouillent. Ils sont obligés de tout simplifier, tout le monde gagner du temps pour schématiser. Comment dire? Quand on dit eurosceptique, en fait, on mélange des gens qui sont carrément hostiles, qui sont peu nombreux, en fait, peu nombreux, et des gens qui sont devenus sceptiques, qui se sont découragés, qui ne sont pas anti-européens, qui sont plutôt pour, d'ailleurs personne n'est vraiment contre, mais qui sont un peu déçus de ce que c'est devenu, qui n'y croient plus vraiment, qui seraient contents d'y croire à nouveau, à condition qu'on arrive à les convaincre. Bon. Alors, quand on dit l'Europe, c'est qui, en fait?
voyez, il y a plein de mots comme ça dans la discussion sur les problèmes d'aujourd'hui qui sont des mots pas tellement opératoires quoi, quand on les regarde de près. Ce qui fait que quand on part des questions de l'agriculture, comment est-ce qu'on va nourrir tous ces gens? Comment est-ce qu'on va les nourrir avec une alimentation saine, sûre, à des prix raisonnables qui rémunèrent correctement les producteurs et puis la chaîne de distribution et qui, pour le consommateur, soit pas hors de prix. Bon, les choses de base, en fait. Bon, comment est-ce qu'on va faire? Ou alors, si on part de n'importe quel sujet de l'écologie ou de l'économie, on a tendance à se dire il faut quand même que ce soit organisé, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a sans arrêt, on met en avant sans arrêt le mot de la gouvernance globale. La gouvernance globale. Je ne sais pas pourquoi on dit gouvernance au lieu de gouvernement, d'ailleurs. C'est parce qu'on a cru, je pense, après la fin de l'affaire bipolaire et le début du monde global, on a cru qu'il n'y avait plus de désaccord politique entre qui que ce soit, donc c'était plus que des questions d'organisation, de management. Et donc on a repris du jargon de la Banque mondiale le mot gouvernance. Bon, donc on se dit, il faut bien que ce soit organisé quelque part. Et puis là, à manque de peau, on tombe sur, non pas un gouvernement global, mais on tombe sur une compétition non-stop. Non-stop. Le monde global, c'est une compétition, en fait. C'est une compétition de chacun avec tous. Et à partir du moment où vous avez mis en communication les différentes parties du monde, les différents pays, des pays qui ont des systèmes de protection sociale très élevés, élaborés en un siècle ou deux, des pays qui ont des systèmes très originaux, comme les Européens ont inventé la politique agricole commune, qui précisément met en grande partie hors marché la production agricole, mais ce n'est vrai nulle part ailleurs dans le monde. Tout le reste relève du marché. Lequel marché est dérégulé, lequel marché est marqué par le fait qu'il y a eu ce qu'on appelait il y a depuis longtemps une hypertrophie de la sphère financière, avec des capacités spéculatives qui sont incommensurables et qui peuvent se fixer ou se porter sur n'importe quelle ressource ou activité qu'à un moment donné. Ça peut être aussi bien un produit agricole que des tableaux à Shanghai. Bon, vous voyez, donc là où on voudrait pouvoir croire, pouvoir espérer, pouvoir dire qu'il y a des niveaux d'organisation qui gèrent les choses, non, on est obligé de se rendre compte que là aussi, c'est une sorte de compétition qui se poursuit. Même risque de malentendu sur le G7, G8, G20. Le G7 a été inventé, très bonne idée, par Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt dans les années 70 pour que les pays occidentaux réagissent de façon coordonnée, intelligente au choc pétrolier, au lieu de se tirer dans les pattes, prendre des mesures protectionnistes isolées. Très bien. Par la suite, Mitterrand a essayé d'élargir à quelques grands pays, on ne disait pas émergents, mais c'était ça déjà, les autres n'ont pas voulu. Il a réussi avec Helmut Kohl à élargir une partie des travaux du G7 à un G8. Un G8 pour aider Gorbatchev à l'époque, puisqu'ils pensaient tous les deux que c'était plutôt dans l'intérêt des Européens d'aider Gorbatchev à réussir, lequel a échoué quand même, mais c'est ça l'origine du G8. C'est pour ça qu'il y a un G8 avec la Russie. C'est pour ça que des fois on dit les démocraties. Non, ce n'est pas les démocraties, sinon il n'y aurait pas la Russie qui est une sorte de système intermédiaire. Bon. Les grands pays industrialisés, bien, beaucoup de pays émergents le sont déjà, autant que ceux qui sont dedans. Il n'y a pas de terme exact pour définir ça, sauf que ce sont des instances, des pays qui à un moment donné sont les plus puissants, les plus influents, les plus ceci, les plus cela, et qui éprouvent le besoin de se regrouper pour se mettre d'accord sur les décisions à prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le pouvoir global, parce qu'aucun d'entre eux n'abandonne la moindre parcelle de son pouvoir. Pensez bien que quand le président des États-Unis va dans un G7, G8, G20, ou comme quand il va parler aux Nations Unies, il n'abandonne rien de son pouvoir. Les États-Unis étant le pays le plus souverainiste du monde. Il y a d'ailleurs que les Européens de l'Ouest qui pensent que le souverainisme, c'est pas bien, puisque l'ensemble des autres disent quand même la souveraineté, c'est une conquête historique importante, et on peut l'exercer en commun dans certains cas, mais il n'est pas question de l'abandonner. Ça, c'est ce que pensent à peu près tous les pays, tous les peuples du monde, sauf les Européens, compte tenu de leur histoire particulière. Donc il faut ajouter au fait qu'il y a spécifiquement, de façon catégorielle, des problèmes très importants, ce fait que les enceintes dont on parle tout le temps, ce sont des lieux au sein desquels la compétition continue. Donc quand on dit le G20, même chose. On dit, mais que va faire le G20? Vous avez parlé du G20 agriculture, ça va être très intéressant, c'est une très bonne chose qu'il y ait un G20 agriculture, parce que ça met en contact des pays qui n'ont pas du tout les mêmes approches, et puis des grands pays
émergents, voire émergés, qui ont un potentiel agricole phénoménal, qui est peut-être utile pour le monde, mais qui peut au passage nous bousculer quand même sérieusement. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Mais la compétition continue. Donc, ce n'est pas que va faire le G20. Ce n'est pas une personne. Il n'y a pas Monsieur G20. Le G20, c'est une instance, c'est une enceinte au sein de laquelle on va regarder si les Européens sont d'accord entre eux. C'est souhaitable, ce n'est pas automatique. Est-ce que les Européens sont d'accord avec les États-Unis sur les points clés? C'est souhaitable, c'est pas sûr. Est-ce que les émergents se mettent d'accord entre eux, contre les pays occidentaux qui dominaient le monde depuis 4 siècles? Ou est-ce qu'ils y arrivent ou non? Ils sont d'accord dans la revendication? Ils sont révisionnistes? Et révisionnistes au sens qu'ils veulent réviser l'organisation du monde de 1945, mais ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Par exemple, là, ils n'ont pas été en mesure de trouver un candidat commun pour la succession de Strauss-Kahn au FMI. Ils n'en sont pas là, mais c'est en chemin. Donc, ce qu'il faut se demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le G20? Est-ce que ça va rester complètement fluide? Ou est-ce qu'il va s'organiser quand même des groupes qui vont négocier à ce moment-là? Vous voyez? Donc voilà pour le cadre, et attention, présentation trop simple et trop naïve de ce qu'est gouvernance, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien se passer, mais il faut avoir en tête que les pays ont besoin de négocier, que c'est compliqué, que c'est laborieux, qu'ils peuvent trouver des compromis à la longue peut-être, bon, etc.